C'est en 1935 en effet que les cendres du grand soldat furent transportées de France, où il était venu mourir, sur cette terre marocaine qu'il avait tant aimée et où il avait voulu reposer. Mais les circonstances ne permettent pas toujours aux hommes de décider à jamais de leur destin. Premier salut de la patrie, prélude à tous ceux qui se succéderont sur la route qui mène au dôme des Invalides. Paris a fait pour Lyautey ce qu'il n'a fait que pour les plus hauts de ses fils. L'esprit et les actes de Lyautey ne sauraient être ensevelis dans un monde où tout change. La flamme qui l'animait est vivante.
En tournée d'inspection en Afrique française, l'amiral Darlan, commandant en chef des forces militaires, arrive à Dakar où il est reçu par le gouverneur général Boisson qui sut garder la capitale de l'AOF à la France. Première étape d'un voyage de près de 8000 km qui montrera le loyalisme de notre empire africain. Quelques jours plus tard, l'amiral Darlan était reçu par le général Noguès à Rabat. Le premier geste du commandant en chef est de déposer une couronne au mausolée du bâtisseur d'Empire, le maréchal Lyautey. Dès son arrivée à Casablanca, l'amiral Darlan monte à bord du Jean Bart, le plus récent de nos cuirassés. Avec le général Noguès, l'amiral passe devant les sous-marins, croiseurs et contre-torpilleurs à l'ancre dans le port. Et c'est ensuite Fès. La ville sainte fait un accueil chaleureux aux représentants du maréchal. Après le Maroc, l'Algérie. À Mers-el-Kébir, l'amiral Darlan va s'incliner sur les tombes des marins dont l'exemple glorieux doit inspirer tous les défenseurs de l'Empire. L'amiral se recueille ensuite devant l'emplacement où sombra le Bretagne. Le cuirassé gît là au fond de la rade, ayant encore dans ses flancs les corps de 1200 victimes des canons britanniques. Et c'est enfin Alger où le gouverneur général Châtel pouvait dire « Il n'y a pas de lien entre la France et nous, l'Algérie c'est la France même ». L'amiral Darlan s'entretient avec le général Juin, commandant en chef des forces d'Afrique du Nord. Comme à Dakar, à Rabat, à Casablanca, comme dans toute l'Afrique française, l'amiral assiste à un défilé. Reprenant le chemin de la métropole, le commandant en chef emportera avec lui cette ultime vision. Vivante illustration du mot d'ordre du maréchal, la France tiendra sa parole, l'Empire sera défendu. Les héros de Bir Hakeim ont salué les héros de Stalingrad. Les vainqueurs de Tunisie ont rendu hommage aux vainqueurs d'Ukraine. Dans toute l'Afrique du Nord, la célébration du 26e anniversaire de la valeureuse Armée rouge a revêtu une exceptionnelle solennité. Quel plus réconfortant spectacle pour les chefs militaires et pour les représentants des nations alliées que celui de cette nouvelle et moderne armée française, si vite reforgée grâce à la volonté de ses soldats comme au labeur des chantiers d'Amérique. Pas plus que l'ennemi ne s'attendait à repasser en 1944 les frontières de Russie, pas plus il ne s'attendait en 1944 à voir surgir des divisions de France prêtes au combat d'Occident. Toute cette journée à Alger fut consacrée à l'amitié. Que peut-on souhaiter d'autre que de revoir cette même cordialité et ces mêmes sourires chaque fois que les Alliés auront à se réunir pour préparer l'avenir commun de l'Europe. Car l'Europe, trop longtemps meurtrie et torturée, attend une grande amitié entre les hommes. Comme Alger, Tunis a applaudi le drapeau des libérateurs de Kiev et de Tarnopol. Tunis sait ce que c'est que d'être libéré. Et avant de voir ses troupes défiler, Tunis les avait vus combattre. Le Maroc dans le même mouvement a participé à cet hommage.
Le Maroc célèbre cette année avec une solennité particulière le jour sacré qui porte le nom de fête du Mouloud. À cette occasion, Sa Majesté le Sultan va en grand apparat dans la plaine du Méchoir recevoir l'hommage de ses sujets. Chaque tribu a délégué ici pour cette cérémonie de la Hédia ses chefs et ses notables. Ce sont eux qui, devant le souverain et en présence de M. Gabriel Puot, résident général, entouré des deux petits princes, s'inclinent 3 fois en signe de fidélité. Des manifestations pittoresques illustrent partout cette fête de l'islam. À Salé, le port de Rabat, une foule immense se presse pour assister au défilé des énormes lanternes ouvragées faites de cire vierge. Coutumes anciennes, coutumes que ni le temps ni les hommes n'ont abolies. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, Moulaï Idriss a vu se dérouler avec ses fastes d'antan les cérémonies du Moussem. C'est à proximité de la ville sainte qui abrite les cendres d'un marabout fameux que de tous les points du pays, les croyants sont venus célébrer avec le cérémonial accoutumé cette fête qui, durant les années de guerre, avait été réduite à de simples prières. Cette année, la France a voulu que le Moussem renaisse comme par le passé. Et en présence du général des Essarts, délégué du résident général et du caïd Moulaï Idriss, les cavaliers marocains ont renoué avec leurs antiques traditions. L'antique port de Salé a lui aussi célébré le Mouloud. La pittoresque procession des lanternes a déroulé ses fastes et les barcassiers ont promené dans les rues de la ville les fameuses lanternes de cire vierge, souvenir des temps où Salé servait encore de repère aux corsaires barbaresques. Le général Guillaume vogue vers la terre marocaine. Appelé par le gouvernement français à succéder au général Juin comme résident général au Maroc, il a accepté par ces mots. Appelé à l'honneur de représenter la France au Maroc, j'ai conscience de l'ampleur et de la difficulté de cette mission. Le général a gagné Marrakech, la capitale du Sud. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le pacha de Marrakech, Sitami El Glaoui, de qui l'amitié pour la France ne s'est jamais démentie. Après avoir versé son propre sang dans les combats de la pacification marocaine, El Glaoui a donné en 1944 son fils aîné, tombé au cours de la campagne d'Italie. Autour de son vieux chef, le Maroc du Sud, si vivant et si coloré, a fait au nouveau résident de France une ovation indescriptible. Il y a seulement des problèmes à résoudre dont nous chercherons ensemble la solution. Ce sont ces mots que le général semble confirmer en épinglant sur la djellaba du second fils du pacha, Sibrahim, la croix de la Légion d'honneur. Appelé à prendre le commandement des forces atlantiques du secteur Centre-Europe, le général Juin a terminé par Marrakech son voyage d'adieu au Maroc où, depuis 4 ans, il continuait l'œuvre de Lyautey. À New York, l'Assemblée générale des Nations unies a vécu une semaine historique.
C'est tout d'abord M. Robert Schuman qui est venu réaffirmer les droits imprescriptibles de la France en Afrique du Nord et plaider l'incompétence de l'ONU dans les problèmes marocains et tunisiens. Il est du devoir de l'Assemblée que dans sa sagesse, elle sache se maintenir dans les limites de sa mission et qu'elle ne prenne pas devant l'histoire la responsabilité aux conséquences incalculables de compromettre en sortant de sa compétence une tâche qu'avec foi et fierté la France a entreprise, continue et poursuivra en Afrique du Nord. Le même jour, la crise devait s'aggraver à l'ONU lorsque le secrétaire général de l'Assemblée, M. Trinquevely, annonçait sa démission du poste qu'il occupait depuis plusieurs années. Ce départ avec le suicide d'Abraham Feller accentue encore le climat de crise aux Nations Unies. Une grave crise intérieure vient d'éclater au Maroc. Les pachas et caïds, avant de passer aux actes, attendaient le retour du Glaoui qui venait de s'entretenir avec le général Guillaume. Le conflit qui oppose depuis des années le chef de la capitale du Sud au sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, chef temporel et spirituel du Maroc, entrait ainsi dans sa phase cruciale. Le Maroc s'est donné un nouveau sultan. Les cavaliers berbères qui s'étaient réunis à Marrakech à l'appel du Glaoui sont arrivés aux portes de Rabat. Ils ont campé au pied de la tour Hassan, aux environs du palais impérial, le Dar el Makhzen, où devaient se dérouler les cérémonies d'investiture. Bientôt, sur la route de Marrakech, est apparu le cortège du nouveau sultan, Sidi Mohamed Ben Arafat. Il pénétrait bientôt dans la cour du palais jusqu'à la salle du trône. Là, Sidi Mohamed Ben Arafat présidait pour la première fois la réunion des dignitaires de l'Empire, parmi lesquels le pacha de Marrakech et le shérif El-Ketani. Peu après, le général Guillaume, résident général, était reçu par le souverain, auquel il apportait les vœux du gouvernement français. L'investiture était terminée. Dehors, le canon tenait en signe d'allégresse et une brillante cavalcade saluait la sortie du sultan. La visite du sultan Si Mohamed Moulay Ben Arafat à Marrakech, la capitale du Sud, qui lui avait réservé un chaleureux accueil, a été brusquement interrompue par un attentat. C'est dans l'enceinte sacrée de la mosquée de Berima, où il présidait à la prière du vendredi, que le sultan a été victime de l'explosion d'une grenade qui fit 6 autres blessés. Heureusement, les blessures du sultan ne devaient être que légères. Et il pouvait, à la sortie de la mosquée, soutenu par le pacha de Marrakech, esquisser un sourire en saluant la foule. Cependant, cet acte de violence marque d'un caractère particulièrement odieux l'agitation dans laquelle les terroristes essaient d'entraîner le Maroc. C'est demain donc que M. Pierre Mendès France se présente devant l'Assemblée nationale pour solliciter son investiture. Il faut assurer la sécurité du corps expéditionnaire. Le but principal de ma déclaration d'investiture sera de clarifier les graves problèmes que nous avons à traiter.
non celui de l'Indochine, mais ceux qui se posent en Tunisie, au Maroc et au sein de cette Europe nouvelle qui se construit. Ambassadeur, l'opinion publique a été vivement impressionnée en France et aussi bien qu'à l'étranger par les événements tragiques qui ont ensanglanté Casablanca au mois de juillet. Nous voudrions savoir quelles ont été vos réactions personnelles à la suite de ces événements. Ma première réaction a été de courir au plus pressé, c'est-à-dire au rétablissement de l'ordre. Je me suis trouvé en présence d'un problème excessivement délicat, car il a tout de suite semblé que la police n'apportait pas à sa tâche toute la flamme désirable. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la première journée de trouble, cette journée qui fit suite à l'attentat de la place Sultan survenu le 14 juillet en fin de journée, c'est la raison pour laquelle, à la fin de cette première journée, du 15 juillet, j'ai décidé de transformer la région de Casablanca en région militaire afin de pouvoir confier à un général le soin d'y rétablir l'ordre et la sécurité, ceci apparaissant indispensable puisque les seules forces sur lesquelles je pouvais fermement compter étaient les forces militaires. Aucun des événements qui se sont produits jusqu'ici au Maroc n'avait atteint la violence et l'horreur de ceux dont Ouedzem fut le théâtre dans la matinée du 20 août. Dans l'après-midi, quand les troupes pénétrèrent dans la cité, dont les bandes fanatisées s'étaient rendues maîtresses pendant plusieurs heures, quel spectacle alors dans les rues d'Ouedzem. La main des émeutiers avait été animée par une incroyable rage de destruction et de carnage, massacrant aveuglément Français et Marocains. C'est en souverain que Sidi Mohamed Ben Youssef, redevenu Mohamed V, sultan du Maroc, a quitté la France pour retrouver son trône après 2 années d'absence. Accompagné de ses fils, le sultan a pris l'avion mis à sa disposition par le gouvernement français. L'avion, escorté par une escadrille de chasseurs, s'est posé sur l'aérodrome de Salé dans une atmosphère d'allégresse générale. Au milieu des acclamations, le sultan a été accueilli par le nouveau résident, M. André Dubois. Aussitôt après, il était comme assailli par une vague de fidèles et s'est porté par une houle humaine que le souverain a pu parvenir jusqu'à sa voiture. Tout le long des 6 kilomètres qui séparent Salé du palais de Rabat, 600 000 Marocains peut-être, contenus à grand-peine par le service d'ordre des partis politiques, ont fait à leur seigneur retrouvé une ovation frénétique. Les ovations n'ont pas cessé jusqu'aux portes du palais, où le sultan est rentré après 817 jours d'exil, après avoir salué son peuple d'une estrade dressée sur la place du Méchoir, où se pressaient peut-être 50 000 Marocains. Quelques heures plus tard, M. André Dubois rendait visite au souverain. Visite au cours de laquelle le souverain et le résident devaient formuler des vœux d'avenir pour un Maroc indépendant, uni à la France par les liens permanents d'une interdépendance librement consentie. L'histoire ouvre une page nouvelle. Une nuée de journalistes et de cinéastes ont envahi le pavillon Henri IV à Saint-Germain pour fixer l'acte spectaculaire de la réconciliation marocaine. S'inclinant par 3 fois au pied de celui dont il avait été l'adversaire le plus irréductible, le pacha de Marrakech a reconnu Si Mohamed Ben Youssef comme son souverain. Cette pathétique entrevue, qui n'a duré que quelques minutes, ne manquera pas d'apporter une contribution importante à l'apaisement général. Une population en fête a accueilli le sultan à son arrivée à Casablanca, où il faisait sa première visite depuis son retour.
Accompagné de son fils aîné, le prince Moulay Hassan, Sidi Mohamed Ben Youssef a fait ainsi une sorte d'entrée officielle qui avait mobilisé sur son passage une foule de plus d'un demi-million de personnes. L'enthousiasme était tel et la foule si dense que la voiture du souverain se trouva bloquée. On le comprendra plus facilement en voyant du haut des airs la fourmilière qu'offraient au regard les rues de Casablanca aux abords du palais. C'est cette foule qui applaudit aux paroles du sultan. L'indépendance ne signifie nullement le règne de la licence, ni de l'anarchie, ni la prépondérance des intérêts particuliers. Sages paroles qui, on l'espère, porteront leurs fruits. Cette même semaine comptera sans aucun doute dans l'histoire des relations franco-marocaines. Reçu à l'Élysée avec les honneurs souverains, le sultan a assisté à un déjeuner donné par le président de la République. Aussitôt après, se sont en effet ouvertes, sous la présidence de M. René Coty et de Sa Majesté Mohamed V, les négociations franco-marocaines. Indépendance et interdépendance en seront, comme on le sait, les deux pôles à concilier. À Paris, la France et le Maroc ont ouvert une nouvelle page de leur histoire. M. Christian Pineau, au nom de la France, et Sibécaï, au nom de l'Empire chérifien, ont apposé leur signature sur la déclaration commune qui constate la fin du traité de Fès et confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance marocaine. Cet accord, toutefois, sera soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. À la suite de cette déclaration, le sultan a regagné Rabat, sa capitale, où l'attendait une foule immense. Sur le parcours qui sépare l'aéroport du palais impérial, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes se pressaient sur le passage du cortège qui dut mettre 1 heure à couvrir 12 kilomètres. Un énorme rassemblement attendait depuis l'aube devant le palais. Et c'est dans un déploiement d'enthousiasme que le sultan y a fait sa rentrée, souverain désormais d'un Maroc indépendant. À l'aéroport de Rabat, le départ du sultan pour sa visite officielle à Tunis avait revêtu l'éclat traditionnel des départs de souverains. Mais, détail imprévu, le terroriste Ben Bella et 4 autres chefs de la rébellion algérienne se trouvaient sur l'aéroport pour accompagner Sa Majesté Mohamed V. À Tunis, rien n'avait été épargné pour donner à cette visite tout l'éclat possible, et ce, en dépit des mises en garde officielles du gouvernement français contre cette attitude pour le moins inamicale. Le bey et M. Bourguiba étaient venus accueillir le sultan à sa descente d'avion, et c'est au milieu d'une foule enthousiaste que le royal visiteur devait recevoir le premier salut de la Tunisie. Cette visite, prévue pour plus d'une semaine et au cours de laquelle devaient s'insérer des conversations auxquelles déjà étaient convoqués les représentants des hors-la-loi algériens, devait cependant prendre une tournure totalement différente. Un coup de théâtre venait de se produire pendant le voyage. L'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Et, dans la cour d'une prison d'Alger, Ben Bella, Mohamed Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachref, les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chefs de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers. La visite du sultan ne pouvait plus que tourner court. Après une dernière conférence avec le bey et M. Bourguiba, le sultan reprenait la route du Maroc. Aux dernières nouvelles, la crise qui avait éclaté à l'annonce de l'événement semble s'apaiser. Si le Maroc s'agite encore, la Tunisie est revenue au calme. Et M. Bourguiba réaffirme la nécessité d'une coopération avec la France. Tanger est devenu le centre de la vie politique de l'Afrique du Nord. L'importante conférence groupe pour la première fois le néo-destour tunisien, l'Istiklal marocain et le FLN algérien.
M. Balafrège, ministre des Affaires étrangères du Maroc, est venu représenter l'Istiklal. Parmi les autres personnalités, M. El Fassi. Une importante délégation tunisienne, conduite par M. Baïd Adham, vice-président du Conseil, représente le Néo-Destour. M. Ferhat Abbas représente le FLN. Dans sa séance inaugurale, M. Balafrège devait proposer aux délégués un plan de travail pour la conférence.